négationniste déjà dénoncé devant vous. Il rejette en effet l'idée même de préjudice macroéconomique, affirmant qu'il ne serait pas établi ou qu'il n'ouvrirait pas droit à indemnisation en droit international. Par préjudice macroéconomique, il faut entendre la perte que, sur le plan économique, subit non pas un individu ou une entreprise, mais l'économie nationale d'un État dans son ensemble, globalement. Sur le plan juridique, la notion de manque à gagner que reconnaissent le système juridique international et les droits internes couvre bien ce préjudice, non pas seulement comme le prétend l'Ouganda dans des relations contractuelles, mais à travers le droit de la responsabilité internationale des États pour faits illicites tels que reflétés sur ce point précis à l'article 36 des articles de la Commission du droit international de 2001. En refutant les réclamations de la RDC, l'Ouganda ne conteste point, plutôt, que des préjudices de cette nature puissent résulter de la guerre. Il suffit d'ailleurs de souligner qu'une très abondante littérature scientifique s'intéresse désormais aux conséquences de la guerre sur la croissance économique, son incidence sur l'organisation des activités de production et sur l'aggravation de la pauvreté. De même, les grandes institutions financières mondiales, surtout la Banque mondiale, mènent et publient de nombreuses études pour évaluer l'impact de la guerre sur la marche économique des États. L'essentiel, en l'occurrence, c'est que le droit international exige une réparation intégrale. L'arrêt Eugène de Chorzów dit en effet le principe essentiel qui découle de la notion même d'acte illicite est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'avait été commis. Règle reprise par les articles de la CDI de 2001. Le premier paragraphe du commentaire de l'article 36 des 10 articles précise, sans la moindre ambiguïté, que l'indemnité couvre tout dommage susceptible d'évaluation financière, y compris le manque à gagner, dans la mesure où celui-ci est établi dans le cas d'espèce. Par cette règle, il n'est donc pas de conséquences de la guerre, pas plus les conséquences économiques que les autres, qui soient écartés de la catégorie des dommages réparables. Il en va différemment que si les parties au litige en disposent autrement, mais tel n'est pas assurément le cas en l'espèce. Par ailleurs, il n'y a aucun risque de double emploi à évaluer les dommages macroéconomiques en même temps que des indemnisations sont réclamées pour les pertes subies par les particuliers. De fait, si le pays subit effectivement des dommages à deux niveaux, macroéconomiques au niveau de l'économie globale et microéconomique au niveau des entreprises ou unités et entités de production, les premiers représentent un potentiel non utilisé ou non exploité, c'est-à-dire un manque à gagner, tandis que les seconds constituent des biens existants de ces entreprises et unités de production, mais qui ont été détruits ou endommagés par le conflit. Il y a lieu, d'une part, d'évaluer le manque à gagner enregistré par l'économie globale de l'État et d'autre part, d'exiger la réparation de l'outil de production, propriété d'acteurs économiques, pillés, détruits ou démantelés et déplacés. À plusieurs reprises, l'Ouganda repousse cependant les préjudices macroéconomiques en arguant soit qu'ils seraient spéculatifs, soit non suffisamment rattachés aux violations qui lui sont attribuées, soit qu'ils ne peuvent être soutenables juridiquement et économiquement, soit qu'ils sont bizarres ou étranges au regard de la jurisprudence et de la pratique, soit qu'ils ne sont pas admis à réparation en droit international, soit encore en contestant le montant de l'indemnité. Il récuse également économiquement cette notion de
préjudice macroéconomique. Je montrerai qu'aucune de ces objections n'est fondée, qu'elle soit d'ordre juridique dans un premier temps ou d'ordre économique dans un deuxième temps. Le manque de fondement des critiques d'ordre juridique formulées par l'Ouganda. L'Ouganda prétend tout d'abord que les préjudices macroéconomiques ne seraient pas admis à réparation en droit international. Aucune règle de droit international général n'exclut cependant la réparation de préjudices macroéconomiques. L'Ouganda prétend que de tels préjudices n'ont jamais été réparés. Mais il se trouve que dans les cas qu'il évoque, les décisions ont chacune été fondées sur des dispositions spéciales propres à chacun de ces cas. D'abord, dans l'affaire d'Alabama Claims, les dispositions spéciales du traité d'arbitrage entre les États-Unis et la Grande-Bretagne excluaient de réparer ces dommages macroéconomiques et les frais de guerre. Dans le cas de l'Allemagne, condamnée par le traité de Versailles, il y avait une renonciation des alliés eux-mêmes. Dans la décision de la Commission Érythrée-Éthiopie, l'article 5, paragraphe 1 de l'accord du 12 décembre 2000 entre l'Éthiopie et l'Érythrée excluait de sa compétence ce genre de préjudice. Tandis que devant la Commission d'indemnisation des Nations Unies, Koweït-Irak, le règlement excluait de la compétence de la Commission certains préjudices subis par les alliés ou par des États tiers. Même dans ce dernier cas, Koweït-Irak, des auteurs qui ont étudié la question de très près, d'une part, ont souligné que ceci ne signifie pas ipso facto que l'Irak ne peut pas être tenu en application des règles générales de la responsabilité internationale de rembourser les frais de guerre des États ayant réagi à son acte illicite. Et d'autre part, ils ont constaté que la Commission avait tout de même indemnisé certains de ces dommages. Toujours est-il que régime spécial ou régime d'exception, pratique de rénonciation ou lex specialis sont à comprendre comme des situations dérogeant à la règle, celle de la réparation intégrale, mais qui ne l'abroge ni ne la modifie. L'Ouganda fait également valoir que le préjudice macroéconomique n'aurait qu'un lien de causalité indirect et trop distant avec les faits illicites dont l'Ouganda a été déclaré responsable. Deux remarques sur ce point. D'une part, la jurisprudence arbitrale a de longue date constaté que la distinction entre le dommage direct et indirect est souvent illusoire et fantaisiste et ne devrait pas avoir une place en droit international. D'autre part, en l'occurrence, sans la guerre, il n'y aurait pas eu, comme je le montrerai tout à l'heure, de surplus de dégradation du PIB congolais et le lien de causalité est donc établi, il est rempli. Coexistant avec la chute due à d'autres causes, économiques ou politiques, les seules que reconnaît l'Ouganda comme si la guerre n'avait exercé aucun impact négatif, c'est en effet cette part supplémentaire de dégradation due à la guerre qui constitue le manque à gagner dont la RDC réclame réparation. Enfin, l'Ouganda estime que les préjudices macroéconomiques ne correspondraient pas à un manque à gagner. Il suffira de répondre qu'on désigne de manière générale par cette expression manque à gagner un écart de flux économique entre une situation normale, celle qui devrait être advenue, et une situation réelle, celle qui arrive du fait de faits internationalement illicites, ce qui correspond exactement à la réclamation de la RDC au titre du préjudice macroéconomique. À présent, j'aborde le manque de fondement des critiques d'ordre économique formulées par l'Ouganda. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, à cet égard, la partie adverse, l'Ouganda, a fondé l'essentiel de sa remise en cause de ce volet de la réclamation de la RDC
sur l'allégation selon laquelle l'économie congolaise était de toute manière en déclin avant même le début de la guerre et que celle-ci n'a dès lors pas eu d'impact macroéconomique vérifiable. L'Ouganda base l'essentiel de sa contestation à cet égard sur un rapport qu'il a commandé et financé aux auteurs d'une étude réalisée sous les auspices de la Banque mondiale, les professeurs Collier et Hoeffler de l'Université d'Oxford. Étude que la RDC avait elle-même utilisée initialement pour évaluer l'ampleur du dommage macroéconomique subi du fait de la guerre. Vous remarquerez la coïncidence, ce sont les auteurs qui sont à la base de l'analyse congolaise que l'Ouganda est allé solliciter pour faire un rapport de défense et qui se sont acharnés effectivement à détruire la représentation congolaise. Voyons maintenant ces objections de plus près, telles qu'elles apparaissent dans ce rapport annexé au contre-mémoire de l'Ouganda, chapitre 7-9 du dit contre-mémoire. Première critique. La dégradation de l'économie congolaise aurait été due à d'autres causes que la guerre. L'Ouganda prétend que la demande de la RDC suppose que l'économie congolaise était croissante avant l'invasion. Collier et Hoeffler soutiennent que parce que l'économie congolaise était déjà mal en point au moment du déclenchement de la guerre de 1998, cette dernière ne pouvait pas avoir eu des effets négatifs sur elle. C'est un argument aberrant que d'affirmer ainsi que seules les économies prospères peuvent subir un choc négatif et que le vol chez un pauvre n'est pas un vol. Les données contredisent, quoi qu'il en soit, cette pratique, une première critique. Si l'on observe la courbe du PIB avant l'agression, on constate que même si la tendance n'était pas nettement haussière, elle s'était stabilisée et variait peu, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. De plus, alors même que la baisse avait déjà été aggravée par la guerre depuis 1996, guerre dont l'Ouganda déjà fut l'un des acteurs majeurs, cette tendance a connu une chute abyssale dès l'agression de 1998. Tandis qu'en revanche, avec la fin de celle-ci, le déficit ou manque à gagner s'estompait et la croissance s'accélérait. Quelle autre preuve exiger après ces démonstrations? La différence du fait de l'agression entre cette normale, qui aurait dû être, et le réel, qui est effectivement arrivé, constitue justement le manque à gagner, préjudice pleinement réparable que réclame la RDC. C'est que si structurellement, l'économie congolaise était déjà en 2001 mal en point, conséquence de ses caractéristiques de sous-développement et plusieurs autres causes, elle a la particularité reconnue d'une forte capacité de résilience, capacité à surmonter rapidement des chocs et des perturbations, comme la guerre. Par contre, il n'y a pas de doute que conjoncturellement, la guerre a affecté négativement la croissance du PIB de la RDC jusqu'en 2005 en raison de ce que les spécialistes appellent les effets d'hystérèse, cette sorte de séisme supplémentaire qui vient après le tremblement de terre et qui décrit généreusement le mémoire de la RDC. Collier et Hoeffler eux-mêmes démontrent avec détail ce phénomène qu'ils appellent « effect of overhang », expliquant que les guerres courtes ou de moyenne durée produisent cet effet de l'immédiate après-guerre et les premières années de paix sont marquées par une baisse continue du PIB, tandis que les guerres longues sont suivies par une période de rapide croissance, par une sorte de dividende de la paix. Nous avons par ailleurs ici un dommage qui était normalement prévisible, qui pourrait en effet raisonnablement penser qu'en envahissant un État, on ne causerait aucun dommage à son économie. Tous les graphiques et courbes d'évolution du PIB fournis par la RDC
Nous en avons inséré 4 autres sur ce point dans le dossier des juges, aux onglets numéro 19 à 22, figures 2 à 5. Tous ces graphiques et courbes ont une constante, c'est que la détérioration conjoncturelle du PIB est remarquée et du taux de croissance de l'économie congolaise. Cette détérioration est accentuée par la survenance de la guerre d'occupation, tandis que les résultats se redressent peu de temps après la fin de la guerre et peu de temps après le départ des envahisseurs. Traduite juridiquement, cette évolution des courbes démontre le lien direct entre le conflit et les préjudices supplémentaires subis par l'économie congolaise dans son ensemble, c'est-à-dire le lien de causalité entre le préjudice macroéconomique et le fait internationalement illicite. Deuxième critique économique, l'Ouganda prétend que le dommage macroéconomique serait en lui-même spéculatif et que son lien de causalité avec le fait illicite qu'est la guerre serait ténu. Madame la Présidente, lorsqu'une usine ferme ou une production ne peut plus être écoulée, que la production diminue parce que des travailleurs sont tués ou ont fui en forêt ou parce que les matières premières proviennent des zones occupées, lorsque les investissements productifs sont sacrifiés à la guerre, lorsque le marché est rétréci du fait de la guerre, que les exportations d'un État baissent, que son tourisme s'arrête, les dommages n'ont rien de spéculatif. Ce n'est pas de la spéculation que de dire que l'économie a ainsi, pendant 5 ans, subi un frein dont les effets perceptibles sur l'économie, l'équilibre macroéconomique, la marche de l'économie et ses performances en termes de croissance et de développement. Tout cela peut être évalué. Toutes ces études des auteurs comme Paul Collier et Anke Höfler et de leurs collègues, tous ces rapports et enquêtes de la Banque mondiale et du FMI ne traitent-ils que de la spéculation ou de fiction? Non, Madame la Présidente, l'impact négatif de la guerre sur une économie soumise et occupée pendant 5 ans est malheureusement réel, mesurable et a été mesuré par la RDC selon les méthodes éprouvées et en conséquence, il s'agit bien d'un dommage réparable. Troisième critique, selon Collier et Fleur, les données utilisées par la RDC ne seraient pas fiables ni crédibles. Pourtant, ces données proviennent de l'Université Sherbrooke, au Canada, qui présente des agrégats macroéconomiques sur l'ensemble des pays du monde. Elles sont certifiées par le FMI, le Fonds monétaire international, dans le cadre d'assainissement du cadre macroéconomique sous l'initiative des pays pauvres très endettés. Elles sont donc fiables et conformes aux données des sources utilisées par tous les services économiques des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, l'Université de Californie qui donne beaucoup de statistiques. Les experts consultés par l'Ouganda ne sauraient contester la fiabilité des sources auxquelles ils s'abreuvent eux-mêmes sans ainsi remettre en cause la crédibilité des institutions pour lesquelles ils travaillent. Allant plus loin, ces experts estiment aussi que les données de la situation congolaise seraient inquantifiables au point que leurs conséquences ne peuvent pas être calculées. Certes, cela ne signifie pas que la guerre n'a pas eu de conséquences sur les paramètres macroéconomiques de la RDC, mais alléguant que ces conséquences ne peuvent pas être calculées, cette assertion non démontrée constitue un pur aveu que même ces experts n'ont pas tenté les calculs qui seraient corrects et qui auraient pour avantage de corriger l'expertise congolaise. C'est justement cela que le Congo reproche, que l'Ouganda ne démontre pas le caractère faux de ces estimations, annihilant ainsi le droit à la réparation due à la victime. Quatrième critique des experts, celle d'une prétendue mauvaise application de leur modèle par les experts congolais.
Or, publiant leur théorie et leur modèle en 1999, Hoeffler et Collier se sont eux-mêmes inspirés d'études antérieures sur les effets des conflits armés sur les économies globales des États victimes et ne sauraient en réclamer ni la paternité ni le monopole d'interprétation. Dans le même ordre d'idées, ces deux auteurs critiquent les calculs des experts congolais parce que, selon eux, ces derniers auraient dû utiliser l'approche du panel et non pas les séries chronologiques. Ce faisant, ils reconnaissent qu'il existe plusieurs approches applicables, y compris donc l'approche chronologique utilisée par la RDC. Collier et Fleur soutiennent également qu'afin de réaliser une bonne évaluation, il faut mesurer la contribution et l'impact de chaque élément ou facteur du processus de croissance. Or, les experts de la RDC montrent comment, avant de passer au calcul, ils ont procédé à des tests économétriques qui confirment la significativité statistique de cette variable spécifique qu'est la guerre sur l'économie de la RDC. Dans le cas d'espèce, la RDC a montré ce qu'aurait été le PIB de la RDC sans la guerre au fin d'établir le montant du préjudice macroéconomique. En procédant ainsi, la RDC est bel et bien restée fidèle à la notion de manque à gagner qui suppose, on l'a rappelé, d'évaluer le différentiel entre le normal et le réel. Pour Collier et Fleur, la faille ou l'erreur fondamentale dans le travail d'évaluation de la RDC se trouverait dans le fait que les experts congolais ont estimé que sans la guerre, la croissance aurait été positive à partir de 1998, alors que selon les experts d'Oxford, l'économie congolaise était à cette date déjà en décadence continue. Mais, ainsi que nous l'avons dit, si la courbe de l'économie congolaise était déjà descendante, elle a vu sa chute suraccélérée par l'effet de la guerre, pour commencer à remonter avec la fin de celle-ci. Ceci montre indubitablement que la guerre a causé un préjudice macroéconomique spécifique qui est identifiable. Collier-Fleur estime par ailleurs que dès le début de l'année 2001, il y a eu une relance de l'économie congolaise due au boom des matières premières, reprochant à la RDC de ne pas en tenir compte. Il faudrait y voir la preuve que la cause du déclin de l'économie congolaise au cours de la période étudiée était la chute des matières premières et non la guerre. Ce reproche est injustifié, étant donné que la variable exportation prise en compte par la RDC dans son évaluation inclut déjà les exportations de matières premières, qui ne sont donc pas un facteur autonome à considérer séparément des autres. En réalité, c'est Collier et Fleur qui commettent l'erreur qui leur reproche à la RDC en omettant d'indiquer la part de la guerre dans l'affaiblissement de l'économie congolaise, au moins au cours de cette période de guerre et même après. Il est au demeurant pour le moins incompréhensible que ces deux experts, spécialistes de l'impact des conflits sur l'économie, soient justement ceux qui minimisent un tel impact pour privilégier l'effondrement des cours de matières premières comme cause de l'impact macroéconomique négatif. En réalité, et comme le démontre la courbe de croissance tracée par eux-mêmes dans leur propre critique et qui est projetée en ce moment, le fait est que sans la guerre, l'économie congolaise n'aurait pas connu le choc qu'elle a subi. La seule chose que ces deux experts concèdent, ou sont prêts à concéder, que, je cite, « Tout ce qui peut être honorablement conclu, c'est que de ces tragiques événements, le dépassement non autorisé de l'Ouganda peut avoir eu quelques coups, mais ces coups ne peuvent pas être quantifiés. Donc, il concède que la guerre a eu quelques effets, mais qu'on ne peut pas quantifier. On notera en passant le sens très british de l'euphémisme ou de l'humour
de nos deux auteurs qui les conduit à qualifier très pudiquement l'invasion et l'occupation ougandaise pendant 5 ans de unauthorized overstay, un dépassement non autorisé, comme s'il s'agissait d'un client d'hôtel qui ne libère pas la chambre au-delà de l'heure prévue. Madame la Présidente, il ne faut pas dénaturer les faits. Il s'est agi d'un grave recours à la force illicite, suivi de 5 années d'occupation et de présence militaire massive, dont les coûts macroéconomiques ont évidemment été très significatifs. Quant à elle, la RDC a effectivement évalué la valeur monétaire du préjudice que lui a infligé l'Ouganda. 1998 étant l'année de base, entre 1999 et 2003, ce préjudice se chiffre à la somme d'un peu plus de 10 milliards de dollars américains. Mais avec les effets d'hystérèse dont on a parlé tout à l'heure, des conflits armés, l'impact négatif se prolonge encore 2 ans au moins après la guerre, c'est-à-dire jusqu'en 2005, ce qui porte le montant à gagner à 12 milliards, un peu plus de 12 milliards, 600 millions de dollars américains. Toutefois, la RDC ayant dès le début affirmé qu'il fallait tenir compte de l'intervention dans cette agression d'autres acteurs, elle a appliqué à l'Ouganda la quotité de 45% indiquée et justifiée dans son mémoire, dont il a été question tout à l'heure, établissant ainsi que l'indemnité due par l'Ouganda est de 5 milliards 714 millions 775 dollars des États-Unis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, alors que l'Ouganda et ses conseils cherchent à vous convaincre qu'ils ont fait une guerre propre, zéro destruction, zéro victime, zéro préjudice, la RDC a démontré qu'elle a appliqué correctement les différents modèles de référence. Je pense que la preuve contraire aurait dû être donnée par les censeurs qui sont contentés de dénigrer honteusement les chercheurs africains et congolais, alors que leurs propres études ont été frappées de critiques par d'autres économistes qui leur font les mêmes reproches qu'eux-mêmes font à la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, cette cause devant vous, comme aurait pu l'être l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, est la première de l'époque où, avec la multiplication des conflits complexes sur fond de violations graves du jus ad bellum et du jus in bello, le droit et les juridictions se familiariseront de plus en plus avec ce genre de problématiques. Loin d'adhérer à la position conservatrice, injuste et inique qu'exalte l'Ouganda, nous sommes certains que votre cours s'en tiendra aux règles fondamentales de la réparation intégrale. Et ce ne sera pas un affreux revirement de jurisprudence, j'en suis certain. Ces règles justifient bien, dans ce cas, l'indemnisation du manque à gagner que constitue le préjudice macroéconomique établi et évalué par la RDC. Ce faisant, votre cours démontrant que la multiplication des conflits n'a pas modifié le droit international ne fera que rendre justice à une innocente victime. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre patiente attention et vous prie, Madame la Présidente, d'appeler à la barre mon collègue Yvon Mingacham. Je remercie M. Mampouyou. Je donne maintenant la parole à M. Yvon Mingacham. Vous avez la parole, monsieur. Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les juges, c'est à la fois un honneur mais aussi un devoir pour moi de prendre la parole devant vous en cette circonstance solennelle en tant que co-agent et avocat de la République démocratique du Congo pour terminer ce premier tour de plaidoirie sur les volets de demande de mon pays relatifs aux mesures de satisfaction sollicitées dans le cadre de la présente instance. Il est important de relever prima facie que la position de l'Ouganda sur cette question de la satisfaction apparaît plutôt paradoxale. D'un côté, l'Ouganda lui reconnaît un rôle, puisqu'il estime que c'est le seul type de réparation auquel la RDC pourrait prétendre. Mais de l'autre, les mesures de satisfaction que l'Ouganda consent à envisager sont totalement minimalistes. À savoir que de son point de vue, le prononcé de l'arrêt au fond, rendu par votre cour en 2005 et constatant les violations du droit international dont il s'est rendu responsable, serait la seule mesure de ce genre envisageable en l'espèce. En se plaçant dans cette logique pour le moins minimaliste, toutes les autres mesures de satisfaction sollicitées par la RDC sont donc à écarter d'un simple revers de la main. Avec votre permission, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi de vous rappeler qu'en l'occurrence, la RDC sollicite de votre cour les mesures de satisfaction suivantes en vue d'assurer la réparation des préjudices immatériels causés par les faits internationalement illicites de l'Ouganda. Premièrement, la mise en œuvre de poursuites pénales à l'encontre des individus impliqués dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme sur les territoires congolais entre 1998 et 2003, dont l'Ouganda a été reconnu coupable. Deuxièmement, le versement de 25 millions de dollars des États-Unis destiné à la constitution d'un fonds de réconciliation entre les populations Emma et Lendu à Nitouré. Troisièmement, le versement de 100 millions de dollars des États-Unis pour le préjudice immatériel subi du fait de la gravité extrême des violations du droit international dont mon pays a été victime. Je vais revenir sur chacune de ces demandes afin de vous montrer qu'elles constituent des mesures de réparation susceptibles d'être prononcées par la Cour, d'une part, et que d'autre part, les objections formulées par l'Ouganda à leur encontre doivent être purement et simplement écartées. En premier lieu, s'agissant des poursuites pénales contre des individus impliqués dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme sur les territoires de la RDC, il importe de préciser que de telles mesures apparaissent comme le minimum que l'Ouganda puisse faire au vu de l'extrême gravité des exactions dont ont été victimes les civils congolais. Pourtant, l'Ouganda conteste, aussi bien du point de vue des faits que du droit, qu'il puisse s'agir en l'espèce de mesures de satisfaction appropriées. Tout d'abord, en ce qui concerne l'argumentation de l'Ouganda du point de vue des faits. Il en serait ainsi. En fait donc, car selon une première version avancée par nos contradicteurs dans leur contre-mémoire, rien ne viendrait montrer que des poursuites judiciaires n'ont pas eu lieu. C'est une curieuse réfutation qui semble mettre à charge de la RDC l'obligation de prouver que des poursuites n'auraient pas été engagées en Ouganda, sans même oser affirmer que de telles poursuites auraient eu lieu. En effet, dans ses réponses aux questions de la Cour, en novembre 2018, l'Ouganda affirme soudain avoir mené un certain nombre d'enquêtes
et entamé des poursuites au sujet d'actes illicites à l'encontre de certains membres de ses forces armées en RDC entre 1998 et 2003. Seulement qu'en dépit de ces déclarations de principes bien générales, nos contradicteurs ne présentent qu'un seul exemple de poursuite de ce type. Poursuite qui a, en fin de compte, débouché sur un acquittement de l'accusé. Le bilan, Madame la Présidente, vous vous en conviendrez, n'est guère glorieux. Surtout lorsqu'on le met en parallèle avec la gravité des exactions que vous-même avez constatées dans votre arrêt de 2005. Et j'ai à peine besoin d'ajouter qu'aucun argument fondé sur les insuffisances de la législation ougandaise, du fait qu'elle ne permettait pas à des cours martiales de siéger en dehors du territoire national, ne pourrait exonérer l'Ouganda sur ces points, car il est en effet bien établi qu'un État ne peut justifier des violations du droit international par l'application de son droit interne. La passivité dont l'Ouganda fait preuve montre combien cet État est peu enclin à faire face aux conséquences de ses actes. Cela me permet de revenir à la contestation par l'Ouganda du bien fondé des mesures réclamées par la RDC du point de vue du droit. Madame la Présidente, l'Ouganda prétend dans ce même ordre d'idées que la mise en œuvre des poursuites judiciaires ne pourrait en droit relever des mesures de satisfaction. Il s'agirait là, de son point de vue, en effet d'une obligation primaire et non secondaire. Et il serait par conséquent trop tard pour l'invoquer à ce stade. Une fois encore, nos contradicteurs tentent de brouiller les cartes, d'instiller une confusion entre les différentes étapes de l'instance. Oui, Madame la Présidente, l'obligation de poursuivre les auteurs de violations des droits fondamentaux peut bel et bien constituer une obligation primaire, j'en conviens. Et c'est souvent sous cette forme qu'on la retrouve énoncée. Mais rien n'empêche qu'elle puisse, dans certains cas, constituer une obligation secondaire en tant que conséquence d'un prononcé de responsabilité. Et sans doute qu'en pareille hypothèse, la satisfaction est ici fort proche d'une forme de cessation de l'acte illicite, qui, elle aussi, peut relever à la fois d'une obligation primaire et d'une obligation secondaire. Et c'est bien en tant qu'obligation secondaire qu'elle a été formulée dans la pratique. Par exemple, vous vous souviendrez que dans le cadre de l'affaire Comte Bernadotte, des poursuites pénales avaient été demandées à l'encontre des responsables de l'assassinat du représentant du secrétaire général des Nations Unies. C'est aussi de cette manière que cette obligation a été présentée dans la déclaration d'un honorable juge jointe à l'arrêt de 2005, que je me permets de citer, j'ouvre les guillemets. Une autre conséquence juridique doit être tirée lorsqu'on est en présence d'infractions graves au droit international humanitaire, comme c'est le cas dans la présente affaire. Je poursuis. Il ne devrait y avoir aucun doute que l'Ouganda, en tant que partie aux conventions de Genève de 1949, ainsi qu'au protocole additionnel 1 de 1977, demeure dans l'obligation de traduire devant ses propres tribunaux les personnes qui ont commis ces graves infractions. Fin de citation. De la même manière, pour sa part, dans ses travaux sur la responsabilité des États, la Commission du droit international a mentionné comme mesure de satisfaction, dans le cas où les faits internationaux illicites résultent de fautes graves ou d'agissements criminels, une action disciplinaire ou pénale contre les personnes dont le comportement est à l'origine du fait internationalement illicite. Il va sans dire que la doctrine se prononce plus généralement en ce sens. Par voie de conséquence, que ce soit sur le plan des faits ou sur celui du droit, les prononcés par la Cour de cette première mesure de satisfaction sollicitée par la RDC s'avèrent entièrement justifiés. Cela me permet d'aborder la deuxième mesure de satisfaction demandée par le Congo.
laquelle vise à assurer une réparation symbolique des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme à Ituri, à la suite de l'aggravation, dans des proportions dont le caractère dramatique ne doit plus être rappelé, des oppositions entre les communautés Emma et Lendu dans cette partie du territoire congolais. Cette deuxième mesure consiste à entendre la Cour condamner l'Ouganda au versement d'un montant minimal de 25 millions de dollars des États-Unis destinés à cette fin. Pour rappel, la Cour a constaté en 2005 combien les actions de l'armée ougandaise avaient constitué un facteur de déstabilisation en incitant au conflit ethnique et en manquant de prendre des mesures visant à mettre un terme à celui-ci. Oui, c'est l'Ouganda qui a précipité ce conflit en Ituri, lequel a plongé des millions d'habitants de l'Ituri dans la barbarie, avec des conséquences que l'on observe encore aujourd'hui et même pour plus longtemps encore dans le futur. Dans ce contexte, la création d'un fonds de réconciliation apparaît comme une mesure symbolique qui contraindrait l'Ouganda à prendre enfin conscience de la gravité des violations du droit international dont il s'est rendu coupable. Dans son contre-mémoire, l'Ouganda affirme que la création d'un tel fonds serait totalement sans précédent en droit international. Curieusement, l'Ouganda cite pourtant aussitôt l'affaire du Rainbow Warrior, dans laquelle le tribunal a recommandé à la France de verser 2 millions de dollars à un fonds destiné à la promotion des relations étroites et amicales entre les deux pays. Mais justement, à l'espèce, cette somme a été versée. Qui plus est, un comité mixte franco-néo-zélandais a été institué pour gérer ces fonds. Je pourrais même dire que la France avait d'ailleurs assumé sa responsabilité parce qu'elle s'était déclarée disposée à prendre toutes les mesures appropriées pour en réparer les conséquences. Ce qu'on constate dans notre affaire en revanche, c'est le refus persistant de l'Ouganda d'assumer sa responsabilité, refus qui est patent. En effet, en dépit de conclusions très claires, atteintes sur ce point par la Cour il y a plus de 15 ans, l'Ouganda ose continuer à se présenter comme un pacificateur de l'Ituri. C'est un véritable déni. Un déni affiché obstinément et ostensiblement. Ce déni est particulièrement choquant et outragé. Il sonne comme une terrible insulte pour les victimes de l'occupation ougandaise. D'ailleurs, en ce faisant, l'Ouganda ignore et contredit totalement les prises de position des instances internationales qui se sont penchés sur cette situation à l'époque. Pour n'en prendre qu'un exemple, dans la résolution qu'il a adoptée le 14 avril 2003, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a ainsi condamné, je cite, la poursuite des violences dans la région de l'Ituri et souligne à cet égard qu'il incombe à l'Ouganda et aux rebelles qui contrôlent de facto la zone de faire respecter les droits de l'homme et de cesser d'instrumentaliser les conflits ethniques. Dans ces circonstances, au vu de la vision négationniste de l'histoire que continue à défendre l'Ouganda, il apparaît évident qu'une simple recommandation telle que celle formulée par le tribunal dans l'affaire du Rainbow Warrior ne suffirait pas. En tout cas, elle ne suffirait pas. La seule mesure de satisfaction appropriée est bien d'ordonner le versement de 25 millions de dollars des États-Unis. Une somme qui, tenez bien, spécialement si on la compare aux 2 millions fixés en 1990 dans l'affaire du Rainbow Warrior, pour des faits nettement moins dramatiques, reste symbolique au regard de la gravité des violations et du refus persistant de l'Ouganda d'en assumer la responsabilité. Relevant lui-même l'existence de ces précédents, l'Ouganda tente aussitôt d'en neutraliser tout effet, en affirmant qu'il s'agissait là d'une décision ex aequo et bono,
et de la fixation d'un dommage punitif qui dépasserait les fonctions judiciaires de la Cour. C'est pourtant en se fondant sur la pratique existante et non sur des considérations d'équité que le tribunal a recommandé la création d'un fonds dans l'affaire d'Irwenbo Warrior. Pour corroborer ce qui précède, j'ai envie de rappeler que le paragraphe 2 de l'article 37 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État est clair à cet égard. Que dit cet article? La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regret, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée. C'est ainsi que dans son commentaire, la Commission confirme l'ampleur des compétences discrétionnaires prévalant à cet égard. Qu'est-ce que la Commission dit? Je cite, « L'énumération qui figure au paragraphe 2 n'est pas exhaustive, mais n'exclut aucune possibilité. Il s'agit simplement d'exemples. » Alice Verbis, la Commission n'exclut donc aucune mesure, y compris celle de nature monétaire, pourvu que les circonstances de la cause les justifient et que la satisfaction ne prenne pas une forme humiliante pour l'État responsable. D'ailleurs, la Commission elle-même cite à plusieurs reprises l'affaire d'Irwenbo Warrior dans ses travaux de codification du droit international. En l'espèce, on ne voit pas en quoi la contribution à un fonds de réconciliation entre les populations Emma et Lendu en Ituri serait une mesure humiliante pour l'Ouganda. C'est extraordinaire. Tout au contraire, une telle mesure serait de nature non seulement à atténuer l'affront subi par la RDC, par ses habitants, mais à rétablir autant que possible l'honneur de l'Ouganda lui-même, qui se grandirait aux yeux de tous en accédant à cette modeste requête. Car, Madame la Présidente, honorables Mesdames et Messieurs les juges, l'objectif poursuivi par la création de ces fonds de réconciliation est clair. Il s'agit de guérir et non de punir. J'en viens à la troisième mesure de satisfaction sollicitée par la RDC. Elle consiste, je le rappelle, dans le versement d'une somme de 100 millions de dollars des États-Unis afin de réparer les préjudices matériels résultant de la gravité extrême des violations du droit international dont mon pays a été victime. La Commission du droit international, toujours elle, a consacré cette possibilité dans ses travaux sur la responsabilité de l'État en mentionnant l'hypothèse exceptionnelle où le préjudice qui a été causé a été aggravé par des circonstances telles que la violence, l'oppression, la malveillance, le dol ou le comportement mal intentionné de la partie auteur du fait illicite. À cet égard, les faits parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire une situation d'invasion, avec une occupation pendant 5 années d'un district grand comme 2 fois la Belgique, et un déploiement massif de soldats sur de vastes portions de territoire, accompagné de toutes les exactions, spoliations et déprédations que l'on sait. Oui, l'Ouganda s'est comporté au Congo comme un territoire conquis, exploitant sans vergogne ses ressources naturelles, imposant son joug aux populations locales et pire, allant jusqu'à modifier l'organisation administrative de certaines zones sous son contrôle. Dénoncé par la communauté internationale pour ses exactions, l'Ouganda a délibérément ignoré les résolutions du Conseil de sécurité lui enjoignant de se retirer et de mettre fin à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. L'Ouganda ne s'est même pas conformé à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 1er juillet 2000, ainsi que la Cour elle-même l'a constaté dans son arrêt du 19 décembre 2005. Tous les signaux étaient au rouge. Mais Madame la Présidente, honorables Mesdames et Messieurs les juges, si vous me permettez cette image,
C'est sur l'accélérateur et non sur les freins que l'Ouganda a alors choisi d'appuyer, continuant à violer délibérément les normes les plus fondamentales de l'ordre juridique contemporain. Les dommages immatériels qui ont résulté de cette situation pour l'État congolais est particulièrement gravissime et son importance est reflétée par la somme réclamée à titre de mesures de satisfaction pour ces chefs de préjudice. Pour s'opposer à cette demande, l'Ouganda fait à nouveau diversion en faisant valoir l'absence de précédents et le caractère punitif des mesures sollicitées par la RDC. Mais si le versement d'une somme au titre des mesures de satisfaction pour la réparation des dommages tels que ceux dont il est question ici n'a pas de précédent, et j'en conviens, c'est précisément parce que dans toute l'histoire du droit international, aucun État n'a été condamné par une juridiction internationale pour des violations aussi graves des normes impératives, commises alors même que l'affaire était pendante devant l'organe judiciaire principal des Nations Unies, concomitamment devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, principal organe du maintien de paix et de la sécurité internationale. Et c'est là dans un contexte tellement dramatique qu'il a été régulièrement qualifié de première guerre mondiale africaine. L'Ouganda ne peut pas plus tirer argument du fait, reconnu certes par la Commission du droit international, que la satisfaction ne peut pas prendre une forme humiliante pour l'État responsable. Pourquoi? Parce que la situation visée à ce titre concerne une humiliation du débiteur par la défaite militaire, à laquelle viendrait s'ajouter à titre de punition une condamnation au paiement d'une somme d'argent par un État puissant contre un État plus faible. Or, cette situation ne correspond en rien à celle de la présente affaire. Parce que dans celle-ci, au contraire, l'Ouganda est très loin d'avoir été défait militairement et vaincu par un État puissant qui lui aurait imposé ces conditions. Il ne saurait de ce fait être question ici d'une quelconque humiliation. Et sur ce point également, les objections de l'Ouganda doivent être rejetées. Ce dont il est question ici est de parvenir à une réparation qui soit véritablement intégrale. Avant de terminer cette plaidoirie, permettez-moi de relever que la RDC réaffirme par ma voix son exigence de réparation intégrale de tous les chefs de préjudice subis, en ce compris sa demande d'intérêt compensatoire et moratoire, ainsi que de dédommagement de l'ensemble des frais de justice qu'elle a engagés, telle que cette exigence se trouve formulée dans les mémoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j'arrive ainsi à la fin de ma plaidoirie et je vous remercie pour votre aimable attention et surtout de l'intérêt que vous avez accordé aux avocats de mon pays à l'issue de ce premier tour de plaidoirie. J'ai dit et je vous en remercie. Je remercie M. Mingachang, dont l'exposé clôt le premier tour de plaidoirie de la République démocratique du Congo. La Cour se réunira de nouveau le jeudi 22 avril 2021 à 11h30 pour entendre le premier tour de plaidoirie de l'Ouganda. L'audience est levée.